Bienvenue à tous et merci de nous suivre sur Guinée News TV. Nous sommes au siège du PUDN, Parti pour l'espoir et le développement national. Si je ne me trompe, le président va le dire tout à l'heure. Et nous nous entretenons avec le numéro 1 de ce parti. Vous le connaissez très bien, je veux parler de M. Lansana Kouyaté. Il a longtemps été ambassadeur. Aujourd'hui, il est chef de parti. Il a également été Premier ministre en Guinée. C'est avec lui que nous allons faire le tour de l'actualité. On se rappelle que le lundi dernier, la marche qu'il projetait avec les autres leaders de l'opposition a été réprimée par les forces de l'ordre. Donc nous sommes là, nous allons faire le tour de l'actualité avec lui. Monsieur le Président, merci d'avoir accepté notre invitation, malgré l'agenda qui est très chargé. Merci à vous aussi. Comment se porte le président du PUDN après ce qui s'est passé le lundi dernier? Les émotions passées, le président se porte bien. Le président, vous projetiez une marche le lundi 27 août dernier. Malheureusement, cette marche a été réprimée du côté du pouvoir. On nous a dit que vous n'avez pas respecté la procédure. Comment est-ce que vous vous défendez? Je dis que c'est tout à fait naturel, tout à fait normal que les partis qui se font face essayent de tronquer la vérité et de tirer plutôt la raison de leur côté. Mais ce qui est sûr, c'est que l'ADP et le collectif sont faits d'hommes qui sont absolument respectueux de la loi et du règlement. La loi, c'est la Constitution. Le règlement, c'est le code de bonne conduite des partis politiques. Et tout cela a édicté des règles. La première règle pour une marche, c'est d'informer les communes qui doivent être traversées de la marche, de la date et de l'heure. Cela a été fait en bonne et due forme. Cela a été fait par la commission d'organisation qui a écrit donc aux différents maires des communes traversées, depuis Matoto, n'est-ce pas, jusqu'à Dixine, en passant par Matam. Et je crois que cela a été respecté. Mais la loi dit que si vous envoyez la lettre et que dans les 24 heures qui suivent, vous n'avez aucune réaction, aucune objection, alors la non-objection équivaut à acceptation. Dans les 24 heures, nous n'avons reçu de nulle part aucune objection. Et ce n'est que quasiment 24 heures avant la marche, le délai déjà était totalement dépassé, que celui à qui la lettre ne fut pas adressée, c'est-à-dire le gouverneur de Conakry, a, par voie radiophonique et télévisuelle, informé que la marche n'aura pas lieu. C'est d'abord irrespectueux de la procédure, et puis c'est cavalier sur le plan du sérieux qu'on devrait attacher, n'est-ce pas, aux correspondances envoyées. Nous avons respecté la loi, nous avons respecté le règlement. Malheureusement, le pouvoir l'a ignoré. C'est certainement parce qu'à la clé, il y avait la répression. Ce jour aussi, votre véhicule a essuyé des tirs. Le véhicule à bord duquel vous et les deux autres aviez pris place a essuyé des tirs. Vous avez parlé ce jour de balles réelles. Est-ce exact? Est-ce que vous confirmez cela aujourd'hui, Monsieur le Président? Je le confirme. Je vais vous montrer maintenant les photos et vous allez vous-même voir. C'est une voiture blindée et de toutes les façons, les organisations des droits de l'homme, que ce soit le FIDH, que ce soit même la Commission des Nations Unies pour les droits de l'homme, ont été voir ce qui s'est passé. Et quand même, j'ai suffisamment fait les opérations de maintien de la paix pour connaître les calibres et savoir les tirs. Partout où il y a eu gaz lacrymogène, et il y en a eu beaucoup, le gaz lacrymogène ne fait jamais d'impact entrant. Les cailloux, il y en a eu aussi des jets. Je suis vraiment navré que notre gendarmerie, certains, parce que je n'accuse pas tous les gendarmes, il y en a de très haute moralité qui ne s'associeront pas aux bavures, n'est-ce pas, des autres. Mais ces autres-là avaient les camions remplis de cailloux. Ça a été vu et certains d'entre eux même le disent.
qu'une gendarmerie ou une partie de la gendarmerie en vienne à utiliser des cailloux, mais c'est pour la première fois que je l'entends dans des forces organisées à travers le monde. Et il y a eu des impacts de cailloux, notamment sur la vitre. Mais partout où il y a eu ces impacts, on a vu les traces, n'est-ce pas, de boue. Parce qu'on est en hivernage, et quand on ramasse des cailloux à l'emporte-pièce, on prend toujours les cailloux avec les boues. Cela aussi a été utilisé. Le général Baldé, le chef d'état-major de la gendarmerie, a d'entrée de jeu accepté que les gaz lacrymogènes ont été utilisés. Bon, ça va, c'est le b.a.-ba de la défense, c'est très facile, ça, de le reconnaître. Les balles réelles ont été utilisées. Et les photos que je vais vous exhiber, voilà d'abord la BMW. À l'avant, latéral et à l'arrière. Ces impacts que vous voyez, ça ne peut pas être des impacts de cailloux. Comme je vous l'ai dit, ce sont des impacts entrants et qui tirent à cause du blindage du véhicule. Ça ne peut pas faire de trou parce que cela dépend de l'arme qu'on utilise. Si c'est un PA à un pistolet, quand vous tirez, n'est-ce pas, ça ne rentre pas, ça fait des traces. Quand c'est un PMAK, ça fait les mêmes traces selon l'angle de tir. Mais vous voyez, partout où vous avez, et vous voyez ces deux impacts, probablement ceux qui se connaissent en balistique diront que ça et ça, c'est des armes différentes. Parce que là, l'impact est beaucoup plus grand, le cercle, le diamètre. Et là, c'est plus petit. Mais ce sont des impacts qui sont entrants. Ça veut dire que tout cela a été utilisé. Là où on a jeté les cailloux, c'est là où vous avez la boue. Mais partout où il y a eu des balles réelles, vous ne trouverez aucune boue à côté. Aucune boue. Mais l'impact est là. Et il y a des impacts qui sont si bas placés, c'est-à-dire même sur la marche, près de la marche d'entrée de la voiture. Or, c'est une voiture déjà basse, qu'un caillou ne peut pas créer d'impact entrant, à moins que celui qui jette le projectile, le caillou, soit couché. Or, je ne vois personne se coucher pour faire tirer, n'est-ce pas, avec des cailloux. C'est réel, je le dis et je le confirme. Et de toutes les façons, il y a beaucoup plus à dire. Nos avocats travaillent là-dessus. Des noms même seront révélés le jour où nous allons essayer de saisir la loi, puisque nous avons saisi, on a commis des avocats à la tâche et les organisations internationales ont commencé à venir pour enquêter ceux qui sont intéressés à ces études. Je vous dis qu'ailleurs, dans d'autres pays, quand il y a eu des discussions sur les impacts, l'une des organisations les mieux équipées aujourd'hui en la matière, c'est Scotland Yard. Alors, même s'il faut faire appel à eux, la voiture est là-bas intacte et ils viendront faire l'étude pour prouver aux Guinéens que ce que nous disons, nous ne mentons pas. Récemment, vous partiez à Fria où vous comptiez apporter votre soutien à ces travailleurs de l'usine de Fria qui connaît depuis un petit moment une crise. Malheureusement, vous avez été empêché encore par les forces de l'ordre. Que s'est-il réellement passé ce jour? Décrivez-nous un peu l'atmosphère. L'atmosphère, c'était qu'en toute paix et dans la solidarité, répondant au SOS qui a été lancé par les travailleurs de Frigia, la population de Frigia, nos partis frères ont fait un geste en allant donner. Je rappelle que le président de l'UFDG est entré avec quelques darés et le président aussi, le président Kassori est rentré avec aussi cette solidarité. Et le PDN est parti avec des tonnes de riz et quelques lits, une trentaine au moins, pour l'hôpital. Le camion qui a été chargé a quitté vers 6 heures du matin parce que nous voulions trouver le camion là-bas. Mais déjà à Tormelin, à 41 km de Fria, ce véhicule a été arrêté. Jusqu'à notre arrivée, on s'est heurté à eux. Mais la veille, je veux dire, le jour là même, très tôt, le secrétaire du Conseil fédéral de Fria, le secrétaire donc du PDN, est venu pour dire que le maire lui a dit que je n'étais pas le bienvenu à Fria.
Je lui ai demandé, même pour apporter de l'aide à Fria et pour prier à la mosquée, il dit non, qu'il demande de reporter. Je dis quelle raison il a donné. Il dit qu'il a dit qu'il y a le choléra à Fria et qu'il ne souhaite pas que vous soyez contaminé. Je dis, je ne crois pas que je sois si précieux pour le préfet, alors que ce sont des habitants qui vivent là-bas. Au contraire, c'est pour eux qu'il faut s'inquiéter. Quand il y a le choléra quelque part, et quand on est finalement par la diarrhée, on est déshydraté, on a besoin plutôt de manger. C'est le manger que nous leur apportons. Je me demande pourquoi ils vont nous aimer plus que leurs administrés, leurs citoyens. Et j'ai dit donc que la raison était absolument fallacieuse. Ils ont ajouté après que, bon, ils disent aussi qu'il y a un projet de grève, il y a une instabilité sociale, que ce n'est pas le moment de faire ces visites. J'ai dit l'instabilité sociale, notre arrivée ne l'augmentera pas, ni, n'est-ce pas, peut-être ne la diminuera pas. Mais si nous pouvons nous adresser à la population pour calmer le jeu et qu'ils sentent que des gens viennent au moins à leur secours, ça peut mieux jouer en faveur de la paix et de la sérénité. Alors, malgré cet avertissement, nous sommes partis et nous avons trouvé à Tormelin un barrage de gendarmes, de policiers, de Fospel, etc., etc. Et après 2 heures d'atermoiement, je dirais, de discussion, ils ont toujours maintenu leur ordre qu'on ne rentre pas dans Fria. Nous avons fait appel à leur sens moral. Nous avons fait appel à leur compassion pour le peuple, les populations de Fria. Ils n'ont voulu rien comprendre. Et j'ai levé finalement, si vous voulez, notre arrêt en disant qu'il fallait retourner. Mes collègues ne m'ont pas compris. Mais je l'ai fait parce qu'on était au mois de Ramadan. C'était le dernier vendredi du mois de Ramadan. Entrer par force pour apporter une assistance ne me plaît pas non plus. L'assistance qu'on donne, ça vient du cœur. Ce cœur ne doit pas être meurtri au moment où on va le délivrer. Ce n'était pas un bras de fer qu'on voulait engager et c'est ainsi que nous sommes revenus avec dans les bras les biens qu'on voulait donner à cette population qui est aujourd'hui dans le besoin et qui a lancé un SOS auquel on répondait comme ont répondu certains fils de ce pays. Monsieur le Président, puisque nous parlons toujours de Fria, selon vous, pourquoi est-ce que Fria connaît cette crise aujourd'hui? On sait que c'est l'une des premières usines d'alumine en Afrique aujourd'hui. L'autre fois, à la Maison de la Presse, vous disiez qu'il fallait laisser le général Conté dormir en paix. Et qu'est-ce que vous proposez pour qu'on puisse ressusciter l'usine de Fria? Oui, j'ai dit qu'il fallait laisser le président Conté dormir en paix. L'histoire s'assume. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des erreurs que nous devons les corriger par d'autres erreurs. Que Fria a été bradé, ils le disent. Moi, je n'en sais rien, je n'étais pas là. J'étais à l'extérieur. Mais à supposer que l'usine ait été bradée, lorsque l'accord est déjà signé, pour vous sortir de cet accord, il faut utiliser les voies de justice, les voies judiciaires, pour pouvoir rétablir la vérité et remettre les choses dans leur pristine état. Et malheureusement, selon ce que j'ai appris, en dehors même de la lutte des syndicats qui déjà avaient eu à beaucoup subir de chantage, de diminution de leurs conditions de vie et de désespoir, de menaces de licenciement. Malgré tout cela, le gouvernement, il appartenait au gouvernement, avec sérénité, de voir ce sujet, au lieu de demander des montants mirobolants à Rusal, de plutôt négocier dans un cadre totalement transparent avec Rusal. On m'a dit que Fria équivalait, la valeur vénale de Frigia à l'époque était de près de 250 millions. Il y avait d'autres qui étaient aussi sur les rangs pour acquérir Fria et qui assortaient leur achat de conditions qui étaient très avantageuses, c'est-à-dire faire en même temps les barrages de Caleta, etc., etc. C'est Chinaco, par exemple, et que malgré tout, Rusal a été choisi avec des conditions qui étaient loin
des conditions avantageuses que fixaient les autres. Tout cela est vrai. Mais dès lors que l'accord a été signé, on ne s'en sort pas comme ça. Sinon, c'est ce qui doit arriver, c'est ce qui arrive. Et aujourd'hui, les travailleurs sont sans travail, ils sont sans revenus, ils ont commencé à vendre leurs meubles et parfois leurs terrains nus, et ils sont en train d'être purement et simplement des mendiants modernes. Pour ressusciter FRIA, il faut d'abord que le gouvernement soit crédible, qu'on ne dise pas une chose et qu'on ne fasse pas de pilotage à vue. Et il faut rentrer en contact avec les acteurs, à la fois les travailleurs de FRIA, leur demander, discuter sereinement avec eux et comment on en est arrivé là et ce que le gouvernement a de responsabilité dans cette affaire. Rentrer en contact avec Rusal. S'il faut retirer à Rusal, ça doit être sur une base saine. Dans tout le monde entier, il y a des entreprises qui tombent en faillite et qui sont rachetées. Quelles sont les conditions, n'est-ce pas, de la déclaration de la faillite? Si faillite, il y en a. Parce que Rusal, il faut reconnaître, c'est le géant, c'est un géant, à la fois dans les mines et dans le gaz. Gazprom, par exemple, de Russie, de l'Union soviétique, appartient à Rusal. Alors, tout cela fait qu'on a affaire à une grosse partie et il faut même se faire assister par des experts de la Banque mondiale et du Fonds monétaire pour renégocier le contrat avec Rusal sans que cela ne soit trop préjudiciable au pays. Et c'est aujourd'hui la situation dans laquelle on est, où le fleuron de l'économie minière de ce pays s'est totalement effiloché. Cela va décourager d'autres investisseurs. Monsieur le Président, on se rappelle la dernière élection présidentielle. Vous étiez allié au président Alpha Condé. Vous étiez d'ailleurs le vice-président de l'Alliance Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, les Guinéens ont du mal à comprendre pourquoi est-ce que vous êtes opposé au président Alpha Condé. Vous empêche de partir par-ci, par-là. Qu'est-ce qui vous oppose réellement au président Alpha Condé? C'est pas, on ne s'allie pas à un mouvement politique à cause d'une personne. Toujours dans le choix des hommes, le subjectif et l'objectif. Ce qui a prévalu au PDN, c'était l'objectif. D'abord, ce n'est pas les yeux fermés, bandés, que nous sommes allés au RPG. Nous avons demandé à nos militants de base. Et ces militants, grosso modo, ont dit qu'il faut aller voter pour soutenir le candidat du RPG. Je vous rappelle qu'en Haute-Guinée, il y a eu des votes très curieux parce que dans certaines contrées de la Haute-Guinée, on nous a carrément dit d'aller vers le président Cellou, le candidat Cellou Dalein Diallo. Et alors que dans certaines de nos fédérations du Fouta, on nous a dit d'aller vers le candidat Alpha Condé. Alors au total, on a fait, si vous voulez, une addition de tous les votes, de toutes ces consultations, intramuros et extramuros, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et le score était en faveur du professeur Alpha Condé. Et ensuite, on a négocié. Et dans ces négociations, la répartition de tâches était donnée. Je n'ai demandé aucun poste pour moi-même, sinon que j'ai dit dans l'accord que je serais candidat, n'est-ce pas, aux élections législatives et que je briguerais le poste de l'Assemblée nationale. C'est un poste électif. Le président ne nomme personne à l'Assemblée, mais nous avons décidé de conjuguer les efforts des deux partis pour qu'il en soit ainsi. Mais ce n'était pas une décision, c'était un souhait de collaboration. Mais pour le reste, c'était que nous voulions être sûrs. Pour que vous participiez à une entreprise de ce genre, il faut que vous soyez sûr que le programme que vous avez envisagé et que vous avez partagé avec le leader sur lequel il est tombé d'accord soit appliqué. Et pour cela, il vous faut avoir aussi des ministres à l'intérieur pour veiller à ce que sectoriellement et globalement, c'est votre politique en la matière, même si vous faites confiance, mais deux sûretés valent mieux qu'une et le trop en cela ne fut jamais perdu. Que cela soit respecté. Malheureusement, il a été d'abord très laborieux d'avoir même deux ministres, parce qu'on s'est battu d'abord pour un. Je ne me suis pas battu en fait. Il a dit très tôt qu'il ne prendrait aucun du PDN. Et ça, c'était avant même l'investiture. Donc, quelque part, il y avait la revanche du premier tour en l'air. Il y avait la revanche selon laquelle c'est eux qui sont venus diminuer ma puissance en Haute-Guinée, etc., etc. Tout cela
le noir était broyé dans le noir parce que nous étions en milieu d'imaginer que quelqu'un qui est venu vous soutenir pour avoir un empire, que vous allez penser à votre petit royaume au moment où l'empire vous est déjà donné. Et toujours est-il que si vous allez dans une direction avec un objectif donné pour le peuple, avec un programme donné que vous pensez être le meilleur programme pour le peuple, ah ben, si cela n'est pas suivi par le vainqueur et qu'il suive une autre voie, si vous perdurez dans le chemin à cause d'un sentimentalisme béat, à cause des considérations qui sont puériles, alors c'est sûr que vous faites fausse route. Quand ça ne va plus, il faut qu'on sache que ça ne va pas. Ça n'allait pas parce que d'abord, il n'a pas suivi, n'est-ce pas, la philosophie qui était la nôtre. Conduire ce pays de façon sur un plan libéral, avec la régulation de l'État, ce qui répond à la définition de mon parti, du centre où nous sommes. Autant d'États que nécessaire et autant de marchés que possible. Mais il y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises ici qui sont aux antipodes de l'épanouissement de l'homme, ne serait-ce que dans le domaine politique où les lois les plus simples ne sont pas respectées. La justice ne peut pas élargir, n'est-ce pas, et déclarer un non-lieu pour des gens qui sont détenus et que par voie administrative, on dise qu'ils ne sortent pas. Alors, ou on respecte l'appareil judiciaire, ou on ne le respecte pas. C'est un exemple parmi tant d'autres. Des conseils municipaux, des maires ont été révoqués ici. Et bon, on peut les révoquer, mais il y a des conditions qui sont fixées par la loi. Il faut que les 2/3, n'est-ce pas, le tiers au moins du conseil municipal soit en faute et que cela soit constaté par la justice. Aucune justice n'a constaté aucune violation de la part de ces conseils municipaux. Mais on les a enlevés pour les remplacer par des délégations spéciales dont, légalement, les mandats ne doivent pas dépasser 6 mois. On est aujourd'hui à plus d'une année. Ces conseils, n'est-ce pas, ces délégations spéciales sont là. Je peux citer comme ça beaucoup de choses et c'est vous dire que ce qui nous oppose, c'est tout ce que je viens de vous dire là. On n'est plus sur la voie que nous avons tracée au début. Si je restais là, on allait dire Kouyaté a changé. Si je ne reste pas là, on saura que je n'ai pas abandonné le chemin que je me suis choisi. On avait aussi appris que c'est parce que vous demandiez trop en demandant 35% du pouvoir, c'est-à-dire 35% à des postes de nomination, il fallait avoir 35% des ambassadeurs, 35% des ministres. Puisque le président n'a pas respecté cela, vous vous êtes retiré de l'Alliance Arc-en-Ciel. C'est faux, c'est faux. Ce n'est d'abord pas 35%. Je peux vous lire l'accord maintenant. Je peux le livrer. Vous serez étonné. C'est 25% que nous avons demandé au niveau du gouvernement. 25%. 25%, c'est le quart. D'abord, sans fausse modestie, ce que nous avons apporté de cœur, d'abnégation, de sacrifice, au risque même de faire des accidents graves à l'intérieur dans le cadre de la campagne, ça n'atteint même pas, cela dépasse les 25%. Mais entre Cellou et Sidia, quel était le pourcentage? Vous vous êtes intéressé à ça? C'est à peu près dans la même fourchette de 25% et même au-delà. Mais avant d'abord de dire 25%, la publication de la machine de mensonge du RPG a été, quand j'ai déclaré à Bruxelles que je vais le dévoiler ici, très vite, ils ont dévoilé un contenu perverti en disant que j'ai demandé 25 ministres. C'est de l'idiotie, parce qu'on ne demande pas 25 ministres à un président élu qui ne sait même pas de combien de membres son gouvernement sera composé. Ça veut dire que s'il avait fait 25, il avait pris un gouvernement de 25 personnes, j'allais dire les 25 m'appartiennent. Ça s'exprime en termes de pourcentage. Ce n'est pas 35%, c'est 25%. Et je vous jure que ce n'est pas la preuve. Quand mes ministres n'ont pas été nommés et quand je suis venu, j'ai eu à rencontrer le chef de l'État. J'ai eu à le rencontrer par 2 fois. Et la dernière fois, c'était il y a quelques semaines. 3 heures et demie de discussion.
Si c'était à cause de ça, demandez à tous mes collaborateurs ici. Au moment où le gouvernement, il avait commencé à consulter, le président avait commencé à consulter les différents membres de l'Alliance, je les ai convoqués ici pour leur dire, si on n'a rien dans le gouvernement, que cela ne vous surprenne pas. Mais soyez tranquilles, laissons-le gouverner. Je vous jure sur mon honneur, si le président avait eu des difficultés à former son gouvernement, parce que je suis convaincu que le travail le plus difficile pour un président, c'est de former le gouvernement. Je le sais toujours parce que j'ai été dans beaucoup de pays, j'ai vu les présidents, les chefs de gouvernement en but à la formation du gouvernement. C'est le premier travail difficile d'un gouvernement. Si le président m'avait appelé, mon beau, ou mon citoyen, ou Kouyaté, j'ai du mal à appliquer la décision que nous avons décidée, j'allais lui dire, je comprends. Et ça allait être sans conséquence. Mais vous savez, tout ce qui s'est passé n'est pas dit. N'est pas dit. Quand vous êtes déjà en compétition et vous êtes sûr que votre poulain va l'emporter, vous lui demandez de vous laisser préparer les premières décisions pour sa compréhension, pour que la période de grâce ne soit pas totalement amputée dès le début et qu'il vous réponde qu'on n'a pas fait 40 ans de lutte pour ne pas savoir où on va, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de vous. Il l'a dit. Si vous lui dites, qu'est-ce que vous comptez faire de l'arc-en-ciel, et qu'il vous dise qu'on lui a dit qu'il n'ira pas loin avec tous les membres de l'arc-en-ciel, et que donc il s'en méfie, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de vous. Ça n'a rien à voir avec la formation d'un gouvernement. Ça veut dire que l'entité qui vous a soutenu, vous n'en voulez pas. Mais moi, je ne peux pas faire partie d'un autre parti. C'était soit l'arc-en-ciel en tant qu'entité composée de partis indépendants, ou arc-en-ciel quand tous les partis s'effacent. Les deux options, je suis d'accord. Prenez la France. L'UMP qui est là-bas aujourd'hui est venu de quoi? Du RPR. Le RPR est venu de quoi? Le RPF. Le RPF est venu de quoi? De l'UNR. Prenez les socialistes. On dit aujourd'hui Parti socialiste, c'est une sorte de composite de partis. Vous aviez le PSU, où vous avez le CNRS. Le premier parti de Mitterrand, c'était quoi? C'était la Convention des institutions démocratiques, CID. Mais il a appartenu aussi à l'USDR du temps de la guerre. Mais c'est tous ces partis qui se sont retrouvés dans le Parti socialiste. J'étais prêt au dépérissement de mon parti, à condition que tous les partis dépérissent et qu'on ait une nouvelle majorité qui soutenait le président. Cela a été refusé. Ou on restait dans l'arc-en-ciel, chacun avec son autonomie, pour avoir l'ambition de conquérir le Parlement et soutenir le président de la République. Cela a été refusé. On voulait plutôt que nous rentrions dans le RPG. Moi, je ne suis pas RPG. Je ne suis pas RPG, je ne le serai jamais. Mais j'ai participé, j'ai aidé le RPG, le candidat du RPG, à être à la tête de l'État. Je n'étais pas le seul, on était nombreux. Quel a été votre apport financier dans cette campagne, monsieur le président? Je ne peux pas parler de ça parce que je n'ai jamais calculé, j'ai donné. Chaque fois que cela a été nécessaire, j'ai donné. Je n'en faisais pas la comptabilité. No.